Bonjour, bienvenue à nouveau sur cette journée autour de l'emploi et de la formation, Jobstick. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui nos intervenants qui viennent parler de l'alternance, cette formation en entreprise. Et vous avez pu remarquer que en entreprise était entre guillemets puisque cette année a été particulièrement complexe et pas forcément en entreprise physiquement. Nous allons donc aujourd'hui parler de l'alternance, des enjeux et des besoins, des opportunités aussi pour les entreprises comme les étudiants. Et j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous à la fois des acteurs de l'enseignement, mais aussi des entreprises, une entreprise qui s'appelle Palsion et qui nous présentera à la fois son entreprise, mais aussi pourquoi l'entreprise a fait appel à des alternants. Et puis des étudiants qui vont venir aussi essayer d'échanger autour de cette alternance, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer et aussi des opportunités que ça peut leur créer. On va débuter avec Nicolas Gourmel qui est en charge de l'alternance au sein de l'Institut Limérac. Bonjour Nicolas, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer déjà ce qu'on entend par alternance, parce que c'est parfois un petit peu flou, on parle de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation. C'est quoi finalement l'alternance ? Alors, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une question que me posent les entreprises quand je les ai au téléphone. Voilà. Alors, quand on parle d'alternance, il faut savoir que l'alternance, avec un grand A, ça regroupe deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Pour un alternant, il n'y a pas de différence, je dirais, au niveau de sa formation, puisque un apprenti en contrat d'apprentissage ou un alternant en contrat de professionnalisation va suivre les mêmes cours, la même organisation pédagogique. C'est simplement des différences, je dirais, au niveau du contrat. Il y en a beaucoup, je dirais, les principales. On va dire que le contrat d'apprentissage est réservé aux jeunes qui ont moins de 30 ans, 29 ans révolus. Et le contrat de professionnalisation, si vous avez plus de 30 ans, vous pouvez effectivement faire du contrat de professionnalisation. Ça, c'est vraiment la grosse différence. D'accord ? C'est d'ailleurs la première question que l'entreprise nous pose, je dirais, par rapport, puisqu'en fait, selon le type de contrat, certains éléments vont changer. La rémunération de l'alternant, qu'il soit en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Donc, il y a beaucoup d'incidences. Mais au niveau de l'alternant, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, nous, à l'Institut Limérac, dans nos classes, nous avons des jeunes majoritairement en apprentissage, car, on le verra, ça reste quand même plus avantageux si on se place du côté de l'employeur, et des jeunes qui sont en contrat de professionnalisation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont plus de 30 ans. Ou parfois, l'entreprise a pour habitude de signer des contrats de professionnalisation, donc ils nous demandent de faire un contrat pro. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, très bien, j'espère que c'est un peu plus clair. C'est vrai qu'on ne comprend pas toujours finalement toutes les différences, c'est pas toujours évident, et d'ailleurs on demandera à Jean comment vous avez finalement choisi de faire un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, mais peut-être que vous pouvez un petit peu nous expliquer Palsion, ce que vous faites comme start-up, et puis nous dire aussi pourquoi vous avez fait le choix de renforcer vos équipes par l'intermédiaire d'un alternant ou même deux, si je dis pas de bêtises. Yes, deux alternants. Donc du coup, si j'ai bien compris, il y a trois questions. Donc la première, qu'est-ce qu'est Palsion ? Donc, Palsion, c'est une application mobile. Une application mobile qui va référencer toutes les activités sportives, ludiques et culturelles, dans le but de mettre en relation les passionnés de ces activités. Et l'idée, c'est d'avoir une plateforme par passion. Voilà. Cette plateforme-là, elle va offrir une messagerie instantanée, des événements et peut-être encore d'autres choses. Et on n'a aucune plateforme aujourd'hui qui va référencer toutes les activités sportives, ludiques et culturelles. Et donc l'idée, ça serait d'avoir cette plateforme-là pour connecter en fait les passionnés et qu'ils puissent organiser des activités simplement et rapidement. Une start-up et vous avez fait le choix d'aller recruter deux alternants. Comment ça s'est fait au final et quel a été le parcours presque du combattant pour savoir si on a le droit à recruter et par où on passe ? Donc avant d'être une start-up, au départ c'était une idée, comme toute start-up je pense. Et donc cette idée-là, je l'ai fait mûrir de mon côté jusqu'à ce que je veuille aller plus loin. Et donc pour ça, j'avais besoin de main-d'œuvre. Et donc
Et donc, c'est vrai que des alternants, c'est un coût qui est quand même réduit. Donc, pour les startups, je pense que vraiment, c'est l'idéal. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a poussé vraiment à monter à monter la boîte. En fait, c'est ce qui. Souvent, on dit qu'on monte un peu la boîte au dernier moment. Et en fait, là, j'en avais vraiment besoin. Donc, du coup, j'ai monté la boîte pour pouvoir avoir 2 alternants dans mon équipe. Et donc, des alternants, euh, qu'est-ce que ça va apporter pour une startup? Je pense que ça apporte plein de choses. J'avais des besoins en développement et en marketing. Et donc, comme toute startup qui lance une application mobile, je pense que c'est très important de faire de la communication à ce sujet. Donc, j'ai Mayra qui n'est pas présente ici, qui travaille sur la communication et qui m'aide beaucoup, qui fait beaucoup de contenu sur Instagram, sur Instagram notamment. Vous pouvez aller voir notre page, c'est palsion.app et c'est du très beau contenu. Je suis très content de ce qu'elle fait. Et Fabrice, du coup, Fabrice, il m'aide sur le développement. Je suis moi-même développeur. Et donc, voilà, être entrepreneur, c'est bien plus qu'être développeur. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps pour gérer tout ce qui est, tout ce qui est business. Et donc, du coup, c'est très, très bien d'avoir un développeur qui travaille qui va faire avoir beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Et c'est vrai que tout seul, ça allait vraiment trop doucement. Donc, je suis très content d'avoir Fabrice à mes côtés pour ça. Et après, ce qui peut être un peu... certaines startups peuvent être peut-être réticentes à l'idée d'avoir un alternant parce que c'est vrai qu'ils sont moins bien formés que si on prenait quelqu'un en CDI. Mais moi, je pense pas que ce soit un problème. Je pense qu'on est capable de les former. Ils se forment en parallèle avec leur formation. Donc, c'est du travail. Il faut être présent pour eux. Mais je pense que c'est un très bon investissement à long terme. Merci Jean. Donc si je comprends bien, au départ pour Palsion, vous aviez une super idée. Et l'idée c'était de vous d'encadrer en fait une équipe qui va vous permettre d'accélérer finalement cette croissance d'une start-up. Quand on parle d'alternance, souvent on pense aux grands groupes qui ont effectivement une horde d'alternants pour pouvoir couvrir tous les sujets. Nicolas, je reviens vers vous justement. Est-ce que c'est pas une fausse idée finalement de se dire que c'est plutôt les grandes entreprises? Aujourd'hui, Jean en est la preuve contraire, mais est-ce que réellement dans les chiffres, ce sont les grandes entreprises qui recrutent des alternants? Alors non, effectivement, le réflexe des jeunes qui s'inscrivent sur une formation en alternance, effectivement, c'est d'aller vers les grosses entreprises. Elles ont pignon sur rue, elles communiquent beaucoup, elles ont des sites où elles publient leurs offres de postes en apprentissage. Et donc le réflexe, effectivement, c'est d'aller vers ces entreprises. Mais il faut savoir que les entreprises, on est sur un bassin d'emploi, l'aéronautique, Toulouse, Airbus, Thales, qui emploient beaucoup d'apprentis. Donc il faut savoir qu'en tout cas, au niveau national, en 2020, par exemple, les entreprises de plus de 1000 salariés, ça ne représente que 15% des contrats d'apprentissage signés. A contrario, les entreprises de moins de 49, enfin moins de 50, représentent à elles seules 66% du nombre de contrats d'apprentissage signés en 2020. Donc c'est vrai que les petites entreprises, TPE et PME de moins de 50 salariés, sont les plus gros pourvoyeurs de contrats d'apprentissage. Et effectivement, ces petites entreprises n'ont pas le réflexe de communiquer, n'ont peut-être pas aussi les mêmes moyens, je dirais, de communiquer leurs offres en apprentissage. Et donc forcément, elles ont plus de difficultés à recruter ces jeunes en apprentissage. D'où l'intérêt d'un service relations entreprise-école qui va pouvoir effectivement proposer des profils en fonction d'un profil de poste, un profil de jeune, des profils donc de candidats à ces entreprises-là. Merci. J'en profite pour vous dire que vous pouvez poser vos questions directement sur la plateforme Swapcard. Je vais me faire l'interlocuteur pour les relayer auprès des 4 personnes qui sont à côté de moi. Justement, est-ce que aujourd'hui, c'est facile de trouver des offres? C'est ça un peu qu'on va vous poser aujourd'hui. On va commencer
par les deux personnes qui sont alternantes ici. Élise, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes et finalement ce que vous faites comme étude aujourd'hui et comment vous avez choisi d'aller vers une formation qui propose de l'alternance et comment vous avez trouvé cette entreprise? Oui, alors moi j'ai commencé en initiale, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée, puis ensuite une licence de sciences de l'éducation. Et en fait je me suis rendu compte que ça ne me plaisait absolument pas et je suis arrivée en école de commerce en marketing. Et là j'ai eu deux options, c'était soit continuer en initiale, soit faire de l'alternance. Financièrement c'était compliqué de payer une école de commerce et de continuer à ne pas avoir de salaire à 22 ans. Donc voilà, j'ai cherché une alternance et c'est vrai que ça a été un peu compliqué au début. J'ai mis à peu près 6 mois à trouver une alternance. J'ai eu beaucoup d'entretiens, un seul qui a abouti finalement. Et voilà, aujourd'hui, je suis en alternance depuis 4 mois. Qu'est-ce qui est compliqué en fait dans la recherche de cette alternance? C'est de trouver les entreprises qui embauchent. C'est quoi finalement le côté complexe qu'on retrouve souvent? Alors, il y a énormément de demandes et peu de place finalement, puisque l'alternance, ça se démocratise énormément. De plus en plus d'étudiants veulent faire de l'alternance et les entreprises n'ont pas encore passé tout ce cap de choisir de prendre un étudiant en alternance. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence et ça m'est arrivé souvent d'arriver au dernier entretien et puis qu'on me dise bah non, je vais prendre la personne qui a un peu plus d'expérience ou alors finalement au niveau budget ça va pas passer de prendre une personne en plus dans mon équipe. Donc c'est la concurrence, c'est le principal problème, ouais. Effectivement, il y a désormais de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui ont envie de saisir l'opportunité de venir en alternance parce que c'est un peu un tremplin vers l'emploi. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. C'est la promesse que fait ce que font ces deux contrats. Comment vous avez trouvé finalement? Quel a été est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que c'est finalement tout ce travail que vous avez fait pendant les 6 premiers mois de recherche qui, à un moment, ont réussi à aboutir? Alors, j'avoue que ce dernier entretien que j'ai eu, je l'ai trouvé sur LinkedIn. C'était au moment où j'allais un peu baisser les bras et j'étais prête à faire la croix sur l'alternance et puis à trouver un stage. Et bon, voilà, j'ai postulé un peu en me disant on verra bien ce qui se passe. Et finalement, j'ai été prise. J'ai eu plusieurs entretiens. Voilà. Félicitations. Merci. Fabrice, vous, de votre côté, vous êtes étudiant dans une école pas tout à fait comme les autres, chez Open Classroom. Donc vous n'êtes pas physiquement, même si cette année, est-ce qu'il y a vraiment des étudiants qui ont été physiquement dans leurs écoles et dans leur formation, je ne suis pas sûr. Mais vous avez carrément fait le choix d'aller vers une formation qui est 100% en ligne et qui propose de l'alternance. Alors ça, c'est quelque chose d'assez récent. En tout cas, c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément connaissance il y a quelques mois. Comment vous avez fait pour trouver une entreprise et qui plus est à des centaines de kilomètres de chez vous? Tout à fait. Donc pour la petite histoire, effectivement, donc je viens de Lille, donc qui a 1000 km à peu près. Donc effectivement, donc moi pour vous expliquer un petit peu, je suis commercial de formation. Et je suis aussi autodidacte, donc j'ai pu en tout cas maîtriser certains langages de programmation de manière autodidacte et j'ai fait un choix, donc c'était de simplement me reconvertir donc, et pour travailler dans une entreprise en tant que développeur. Donc avant de trouver l'alternance, effectivement, j'ai cherché, en tout cas j'ai postulé à pas mal d'offres. Et donc, la première difficulté, finalement, c'était que je n'avais pas de certification. Je suis autodidacte, mais je n'ai pas de quoi prouver, finalement, mon expérience dans une entreprise. Et je suis tombé sur, finalement, un programme donc, d'Open Classroom qui présentait, finalement, il propose plusieurs formations, donc en continu, sur 2 ans. Et donc la condition, c'est de trouver effectivement une alternance pour pouvoir suivre cette formation. Donc là, avant de commencer les cours, donc finalement, on doit trouver, en tout cas, il vous aide donc à trouver une entreprise. Et donc, je suis tombé sur une annonce sur une plateforme en fait communautaire de Open Classroom où tous les étudiants peuvent communiquer. Et du coup, il y a un ancien étudiant qui avait indiqué que une entreprise, donc Palsion, recherchait un alternant. Donc j'ai fait le pari, j'avais vu qu'ils étaient à Toulouse, effectivement. Et du coup, j'ai envoyé une candidature spontanée sur son adresse email.
Et donc, il m'a rappelé et là, on a pu discuter, on a pu échanger. Et donc, j'ai fait le pari, effectivement, de quitter Lille pour Toulouse. Bon, déjà pour la température et puis aussi pour me permettre d'avoir cette compétence parce que je pense que l'alternance, ça va être la meilleure alternative puisque comme les points qu'on a vus au départ, tout ce qui est coût, mais aussi la meilleure alternative pour nous en tant qu'alternants puisque on arrive dans une société, la société sait qu'on n'est pas forcément des pros, enfin des gens très calés. Du coup, ils nous font confiance sur ça et du coup, c'est mutuel en fait. Et c'est pour cela que finalement j'ai fait le choix de l'alternance. Et du coup là, ça me permet de monter en compétence sur toute la durée de ma formation. Combien de semaines, de mois de recherche avant de trouver la bonne opportunité qui a été validée ? Alors, la formation, l'inscription sur Open Classroom, en fait, je l'ai fait, on va dire, c'était peut-être en octobre. Et du coup, j'ai pris quand même 2 bons mois, en fait, avant de trouver. Parce que, bon, je ne l'ai pas précisé, j'ai 27 ans aujourd'hui. Et pour moi, l'une des difficultés, en tout cas, pour trouver une entreprise, ça a été mon âge, finalement. Parce que, après, je pense que c'est toi qui pourras plutôt nous expliquer, mais me semble-t-il que le salaire va dépendre de l'âge. Et du coup, j'ai eu plusieurs refus, effectivement, par rapport à ça. Et du coup, bon, je suis tombé sur la bonne opportunité. Finalement, on a quasiment presque le même âge. On a aussi des ententes, même au-delà du développement. Et du coup, je pense que c'est une relation en fait qu'on a pu développer. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai rejoint Palsion. C'est pour tout ça en fait. Tes compétences, Fabrice. Ah oui, tout à fait. Heureusement. On y reviendra sur les compétences juste après. Je reviens avec Nicolas. Est-ce qu'il y a finalement un profil type d'étudiant ? On parlait de cette différence de salaire quand on est plus ou moins âgé ou plus ou moins jeune. Je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Est-ce qu'il y a un profil type ? Alors, un profil type, ça dépend de ce qu'on entend par profil type. Aujourd'hui, en tout cas, moi, à l'Institut Limérac, les apprentis, enfin, en tout cas les alternants, puisqu'on a quelques contrats de professionnalisation, ce sont majoritairement 80% des jeunes qui sont en poursuite d'études après un BTS, puisque nous, l'alternance à Limérac, c'est à partir du BTS, donc licence et master. Donc, c'est vrai que ce sont des jeunes qui ont entre 21 et 26 ans. Voilà. Après, effectivement, sur le salaire, il faut savoir que quand un jeune a plus de 26 ans, sa rémunération est égale à minimum à 100% du SMIC. Donc c'est vrai que les avantages de l'apprentissage, si on prend ton cas par exemple, elle est à 55% du SMIC. Enfin, pour moins de 26 ans, entre 21 et 26 ans, la rémunération légale est égale à 55% du SMIC. Ça peut varier selon la convention collective de l'entreprise, mais grosso modo, ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. Donc c'est vrai que forcément, pour l'employeur, il regarde aussi le coût d'intégration de ce nouveau salarié, puisqu'il faut savoir qu'un alternant est un salarié de l'entreprise, ce n'est pas un stagiaire, un étudiant. Donc c'est vrai que je peux comprendre que les alternants qui ont plus de 26 ans ont un peu plus de mal effectivement à trouver parce qu'ils sont moins attractifs si on ne regarde bien sûr que le côté financier. Moi, j'aime les entreprises qui me disent je m'attache d'abord au potentiel du candidat, à ses compétences. Le salaire, c'est autre chose. Voilà. Mais c'est vrai que je peux comprendre effectivement cette difficulté. Donc après, il n'y a pas de profil type, je dirais. Aujourd'hui, de toute façon, l'alternance, il faut savoir que l'alternance, parce que quand on parle d'alternance, on avait tendance à penser, il y a encore quelques années, que c'était réservé aux formations BEP, CAP, Bac Pro. Aujourd'hui, en tout cas en 2020, les BEP, CAP représentent à peu près 26% du nombre de contrats d'apprentissage. Les Bac Pro, c'est à peu près, je crois, 16%. Et donc le supérieur, quand je dis supérieur, c'est-à-dire Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4 et Bac plus 5, c'est 58% du nombre de contrats en 2020. Bac plus 2, je crois que c'est 22% de contrats d'apprentissage. Et puis les Bac plus 3 et les Bac plus 5 représentent à part égale 18% du nombre de contrats. Donc vraiment, l'alternance dans le supérieur, c'est quelque chose effectivement qui se développe de plus en plus. Et mademoiselle le disait, l'alternance, c'est un mode de formation qui est de plus en plus plébiscité par les jeunes parce qu'effectivement,
Elle le disait également, c'est un moyen aussi de s'émanciper, de partir de chez ses parents, d'avoir un salaire, puisqu'on est rémunéré. Donc c'est vrai, et puis surtout de ne pas avoir le coût de la formation à sa charge, puisque ce sont, on y reviendra peut-être un peu plus tard, ce sont les opérateurs de compétences en fait qui vont prendre en charge le coût de la formation pour l'entreprise. Donc c'est vrai que l'alternance a effectivement de très nombreux avantages. D'où l'augmentation en 2020, 40% de contrats d'apprentissage signés en plus, malgré la crise sanitaire. Alors, les aides gouvernementales, effectivement, peut-être là aussi on y reviendra, aident beaucoup. On a compris qu'il n'y avait pas spécialement un profil type d'étudiant ou d'étudiante en alternance, même si c'est souvent une continuité dans ces études. Mais Fabrice, vous en êtes la preuve inverse, puisque vous, c'est une reconversion, et vous êtes passé par l'alternance pour faire ce tremplin. Au niveau des entreprises, on a parlé des grands comptes, des grands groupes, on a parlé de ces TPE et PME qui vont aussi beaucoup utiliser cette solution de recrutement. On a vu que les startups s'engageaient aussi et trouvaient que c'était un moyen intéressant, notamment peut-être par les aides, on y reviendra juste après. Élise, vous êtes dans une association qui a pu aussi vous recruter. Est-ce qu'un auto-entrepreneur peut recruter une personne en alternance ? Oui, moi j'en ai eu cette année justement. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau et là aussi par rapport aux aides gouvernementales, puisque à cause, je dirais, ou grâce, ça dépend de quel côté on se place, à cause du Covid en fait, le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle qui est pour un alternant majeur de 8 000 € pour 12 mois de contrat, c'est pas rien. Donc c'est vrai que les petites structures, les toutes petites structures et les auto-entrepreneurs qui n'avaient pas le budget pour embaucher un apprenti, forcément se sont dit voilà, c'est peut-être l'opportunité de prendre quelqu'un, il y a du travail, j'ai besoin de main-d'œuvre. Et c'est vrai que cette aide va à booster le nombre de contrats, d'où ce que je disais, effectivement, 40% de signatures de contrats d'apprentissage en plus l'an dernier, malgré la crise, puisqu'il faut savoir qu'un jeune, donc je disais, qui a entre 21 et 26 ans, sa rémunération est égale à 55% du SMIC. Si on enlève l'aide gouvernementale, je ne vais pas vous plonger dans des calculs savants, mais pour un apprenti entre 21 et 26 ans, le reste à charge pour l'entreprise au niveau du salaire mensuel, c'est à peu près 150 €. 150 €, il faut savoir que c'est rien du tout, puisque c'est toute charge comprise, il n'y a pas de charge patronale sur le contrat d'apprentissage. Il faut savoir qu'un stagiaire qui a un stage à effectuer dans le cadre de sa formation de plus de 2 mois est forcément gratifié, et une gratification d'un stagiaire pour un stage de plus de 2 mois, c'est pour un temps complet 600 €. Donc en fait, l'an dernier, et cette année encore, puisque l'aide a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021, il faut savoir qu'un apprenti coûte moins cher qu'un stagiaire. C'est tout bénef pour une entreprise, qu'elle soit petite ou grande. Si elle trouve le bon profil, le candidat avec le bon potentiel, c'est tout bénef, tout à fait. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'aides. Cette année très particulièrement, ça a fait bondir les chiffres de l'alternance. C'est une très bonne chose à la fois pour les personnes qui vont se former et pour les entreprises qui ont besoin de grandir et de se développer. C'est le cas de vous, Jean, avec Palsion. Mais est-ce que ces aides-là, finalement, c'est ça qui vous a donné le déclic pour valider effectivement du soutien dans votre équipe? Et est-ce que le contrat, d'un point de vue entreprise, il a été difficile à mettre en place? Alors, les aides, je pense que ça a été le déclic quand j'ai appris qu'il y avait des aides. Il y a mon cousin en fait qui lançait sa boîte et il me disait oui, donc lui il a un stade beaucoup plus mature et il m'a dit il y a des aides de l'État de 8 000 € pour chaque alternant. Et donc là je me suis dit mais il faut sauter sur cette opportunité en fait. Donc c'était le déclic où je me suis dit j'ai la capacité d'embaucher quelqu'un dans mon équipe en fait. Sans ça je pense que j'y aurais pas pensé parce que au début on a un budget très faible et pour la plupart et donc en fait grâce en discutant en fait je me suis dit il faudrait que je bondisse sur cette occasion et donc j'ai commencé à me renseigner et donc en effet ça valait vraiment le coup financièrement d'avoir un alternant pour un salaire encore moins qu'un stagiaire. Donc c'est comme ça que j'ai eu ma première alternante, Mayra.
Et puis après, en fait, en se lançant dans cette démarche, on se rend compte tout ce que ça apporte d'avoir un employé, même au début. Et c'est là que, en fait, 6 mois plus tard, j'ai décidé de prendre Fabrice dans mon équipe. Et alors, est-ce que administrativement, c'est lourd pour une entreprise de mettre en place ce contrat? Est-ce qu'il faut des semaines pour remplir des tas de papiers, ou est-ce qu'au final, ça se fait assez vite? Parce que je pense que l'école, l'organisme de formation doit avoir un rôle un peu de facilitateur pour pouvoir faire ce contrat. C'est quoi votre expérience là-dessus? Alors, ça prend du temps, on va pas se le cacher quand on est souvent débordé au stade où on en est. On a beaucoup de travail et d'avoir tous ces papiers à faire, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec les écoles et les écoles, elles ont vraiment été là pour nous aider. Il faut leur expliquer, hein, il faut leur dire, bah voilà, c'est la première fois que je prends un alternant, je ne sais pas comment ça marche. Donc ils nous disent, bah, vous avez besoin de votre numéro d'identité collective, d'identification collective, l'IDCC. Donc ce numéro-là, au début, moi je l'avais pas. Et en fait, il vous explique vraiment toutes les démarches à faire. Donc si on est patient et on prend le temps et qu'on sait pourquoi on le fait, je pense que vraiment ça vaut le coup de prendre ce temps-là. Par contre, il faut avoir envie de le faire. Et c'est beaucoup de démarches administratives. Il faut se faire accompagner. Et on peut le faire tout seul, mais on aura forcément beaucoup de questions à poser à son entourage. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et puis voilà, donc ça prend du temps par rapport aux démarches administratives. Et aussi, une fois que l'alternant est arrivé, et ça prend du temps parce qu'on va passer du temps à le former. Il faut être prêt à consacrer ce temps-là. On va y revenir justement après avec le témoignage des 2 alternants qui sont à nos côtés sur comment ça se passe une fois en entreprise. Juste avant ça, on a une question sur cette recherche d'alternance. Est-ce qu'il faut trouver l'entreprise ou l'école d'abord? Donc Élise peut-être et ensuite Fabrice. Vous avez cherché quoi? D'abord l'école ou d'abord l'entreprise? Moi, dans mon cas, j'avais déjà l'école. Après, je sais que certaines personnes vont avoir tendance à avoir déjà une alternance et puis à chercher l'école ensuite. Mais moi, c'était l'école. Que si on passe par d'abord l'entreprise, on va chercher l'école, ça semble être un petit peu à l'envers. Je ne sais pas, Fabrice, vous avez peut-être un retour là-dessus? Comment vous avez fait, vous? Alors, moi, j'ai d'abord choisi l'école. Donc, à savoir que, en tout cas, dans mon parcours de formation avec Open Classroom, le premier module, c'est trouver votre alternance. Donc, en fait, une fois qu'on est inscrit, vous avez plusieurs cours. On apprend tout ce qui est l'OPCO et pour pouvoir justifier cela quand on est en entretien. Et du coup, dans ces modules, ils vous apprennent finalement à chercher une entreprise et à trouver cette entreprise. Donc pour moi, je ne sais pas s'il y a vraiment une démarche type à faire, mais dans mon cas, ça a été plus logique de faire l'école, puis l'entreprise. Ça semble être logique aussi, peut-être. Effectivement, chacun fait effectivement comme il le souhaite, mais c'est vrai que moi je préfère des candidats qui arrivent et qui me disent, alors c'est vrai qu'on pourrait penser qu'un candidat qui arrive déjà avec une entreprise, bon mais le travail il est déjà fait, voilà, il n'y a plus qu'à préparer le contrat avec l'entreprise, et moi je préfère effectivement un candidat qui arrive et qui n'a pas d'entreprise. Pourquoi? Parce que il faut savoir que en tout cas chez nous à l'Imérac, ce sont des jeunes donc qui viennent de la formation initiale, qui n'ont pour la grande majorité jamais travaillé, une vraie expérience professionnelle, et donc effectivement qui ne savent pas comment s'y prendre. Et donc je pense effectivement que de nombreuses écoles proposent le même service, mais mon service, on propose effectivement à l'Institut Miracle un accompagnement, un coaching personnalisé de chaque candidat une fois qu'il est admis sur une de nos formations en alternance. Et ce coaching personnalisé, alors il va être effectivement en fonction des profils, puisque certains candidats sont plus ou moins autonomes, plus matures que d'autres. Donc il y a des entretiens qui sont faits avec le candidat. Et effectivement, après on leur propose un peu des modules, enfin nous on appelle ça des ateliers coaching, qui vont leur permettre de gagner en efficacité et en pertinence, je dirais, dans leur démarche. Ça passe par des ateliers, notamment sur le CV, comment construire un bon CV, la motivation pour mettre en valeur ses compétences.
les préparer à l'entretien de recrutement, leur donner des outils, une méthodologie pour de la TRE, de la technique de recherche d'entreprise, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que quand on reçoit des dossiers, le candidat fait déjà des démarches, mais pas avec les bons outils. Donc forcément, il n'a pas de retour des entreprises parce qu'il ne met pas en avant ses compétences. Et donc du coup, c'est du temps perdu pour lui parce qu'il va falloir qu'il refasse ses outils après pour pouvoir postuler efficacement. Donc c'est vrai que je dirais que d'abord, le choix, pour moi, ce serait de choisir sa formation, son école et sa formation. Parce qu'après, de toute façon, le projet professionnel en découle. Et la notion de projet professionnel, c'est une des questions de toute façon que l'employeur va poser immédiatement. Une des premières questions que va poser aux jeunes qui va recevoir un entretien de recrutement. Donc c'est vrai que ça permet de cadrer les choses. Voilà. Et beaucoup d'écoles, effectivement, proposent ce type d'accompagnement quand un candidat vient en alternance. Élise, vous confirmez qu'il y a eu un accompagnement de la part de votre école, justement, sur cette recherche ? Oui, bien sûr, il y a un accompagnement. Après, c'est pas toujours forcément ciblé. Donc, il ne faut pas compter que sur l'accompagnement de l'école pour trouver une alternance. Et d'ailleurs, ça n'a pas été mon cas. Je pense qu'il ne faut vraiment pas se reposer uniquement sur ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces étudiants et ces étudiantes qui cherchent une alternance et on le voit notamment dans le chat, 200 candidatures, aucune réponse et peut-être un entretien. C'est quoi le problème finalement et qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Est-ce que c'est assez ciblé ? Est-ce que c'est pas trop large ? C'est quoi, Fabrice, votre avis peut-être dessus ? Moi, je pense que je pense qu'il faut, lorsqu'on postule, il faut avoir cette démarche de peut-être se démarquer, de montrer qu'on est employable en fait, de montrer qu'on répond parfaitement à cette offre. Et en fait, l'idée, ça serait d'être vraiment sur une dynamique de personnalisation en fait. C'est-à-dire, je donne mon exemple, j'ai postulé finalement chez Palsion. J'ai mis l'accent vraiment sur mon CV, sur le développement. J'ai fait un design assez tech, pour vraiment attiser déjà son œil dessus, pour savoir qu'il y a un profil aussi tech, et puis aussi un profil très design, puisque aujourd'hui je suis développeur front, donc un front, on va toucher à tout ce qui est, on est sensible à l'image, et donc vraiment j'ai eu cette démarche de sensibiliser finalement mon interlocuteur à l'image, et pour moi ça a été cette démarche. C'est clair que ton CV m'a vraiment attiré l'œil, je l'ai encore en tête, beaucoup de couleurs, mais sans que ce soit trop agressif. Il y avait des jolies formes de partout. Et c'est vrai que ouais, je l'ai bien en tête et je me suis dit, il a des notions de design. Et en plus, ça faisait très propre. Donc je me suis dit, il est carré. C'est bête en fait. On se donne vraiment une première image juste en voyant un CV. Et, c'est la carte de visite. C'est le truc le plus important à travailler. On en voit vraiment plein. Et à ce propos, d'ailleurs, tu disais comment les alternances se démarquent. Je pense notamment à tous les CV de marketing que j'ai reçus. Donc le côté, pour la deuxième personne, Mayra, que j'ai recrutée, elle a eu la chance de passer devant plus de 100 CV. et en fait... on reçoit énormément de candidatures donc, pour tout ce qui est community manager. Et en fait, il y a vraiment un truc qui pour moi était très important. Et j'ai fait beaucoup d'entretiens et je le voyais et je le ressentais pas. Pour la plupart de mes entretiens, c'était l'attrait pour le candidat, pour l'entreprise. En fait, j'avais l'impression que le candidat recherchait une alternance, qui ne recherchait pas à rejoindre mon entreprise en fait. Et c'est hyper important, il faut vraiment avoir ça en tête, que si vous cherchez une entreprise, il faut que l'entreprise ressente votre motivation à travailler pour lui en particulier. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est ça. Souvent sur les lettres de motivation, je les lisais en 1 seconde, je regardais juste s'il y avait le nom de ma boîte dessus. S'il n'y avait pas le nom, je passais quoi. C'est très important ce que vous dites. Effectivement, on a l'impression que quand on va s'attacher à faire de la quantité, à faire 300 CV, 300 candidatures, finalement, on n'a pas de retour. C'est parce que l'entreprise, l'employeur, ressent que c'est une candidature parmi d'autres. Et ça va être l'élément déterminant pour vous, pour les 2 alternants que vous avez dans l'équipe, c'est que vous avez eu l'impression qu'ils venaient postuler chez vous et qu'ils ne cherchaient pas une alternance. Je ne cherche pas une alternance, je veux vous rejoindre un peu. C'est ça l'idée.
Ok. Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose? C'est très important ce qui vient d'être dit. Et c'est ce que, d'ailleurs, d'où l'intérêt, je rebondis sur ce qui était dit auparavant, d'où l'intérêt en fait de trouver d'abord l'école qui pourra justement apprendre, donner les clés, je dirais, à ces jeunes apprentis ou futurs apprentis pour justement pouvoir se démarquer des autres candidats. Et le fait effectivement de personnaliser ces outils de candidature, notamment l'aide de motivation, où on va montrer son intérêt pour l'entreprise, c'est primordial, ça vient d'être confirmé. Et c'est ce que nous, on apprend en tout cas à l'Institut Limérac, à ces jeunes, pour pouvoir effectivement faire la différence parmi 100 candidatures pour un poste. C'est énorme. Donc c'est vrai que l'importance d'être pertinent, efficace et de se démarquer peut être un avantage que de nombreuses écoles peuvent apporter à ces jeunes qui n'ont pas forcément les bons réflexes. Ils débutent, donc voilà. Élise, vous me disiez juste avant la table ronde que vous aviez même mis votre CV aux couleurs de l'entreprise. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Alors je sais, après en avoir parlé avec la personne qui m'a embauchée, du coup je sais que ça a été un peu déclencheur de regarder plus mon CV que les autres. Mais c'est vrai que je pense que c'est très important de montrer à l'entreprise. Là, du coup, j'avais charté mon CV comme l'association. C'est très important de montrer l'intérêt qu'on a pour l'entreprise, de faire des recherches en amont, des entretiens, de se renseigner et justement de se démarquer en montrant que ce n'est pas une candidature parmi tant d'autres et qu'on a vraiment envie de travailler dans cette entreprise. Ça prend plus de temps, mais c'est un effort à faire, je pense. C'est un peu une anecdote, mais c'est peut-être ça aussi qui a fait la différence. En tout cas, vous avez su prouver que vous étiez intéressé par la structure qui allait vous accueillir par la suite. Fabrice, on a une question sur le chat. Je pense que vous allez être plus à même de répondre à cette question. Quand on cherche une alternance, on n'a pas forcément les compétences. En fait, on vient les acquérir par cette formation. Il y a une question qui est, est-ce que finalement ces formations courtes, autodidactes, sur Internet, en ligne, est-ce que ça peut avoir un poids aussi? Vous, j'ai l'impression que c'est ça finalement, puisque vous avez une formation de commercial, comme vous disiez, et vous avez opéré une reconversion, et notamment parce que vous avez essayé de chercher à monter en compétences de votre côté. Est-ce que vous pensez que ça a fait la différence aussi? Tout à fait. Et je pense que l'un des points aussi à prendre en considération, c'est la curiosité. C'est-à-dire, par exemple, lorsque je postulais, il fallait que je justifiais ma démarche. Et du coup, de mon côté, vu qu'effectivement j'ai précisé que j'étais autodidacte, je faisais des mini-projets que j'ai mis en ligne sur un site internet. Et du coup, ça me permettait, une fois que j'étais en entretien, de justifier ma démarche, que je suis dans une dynamique de montée en compétences. Voici ce que je sais faire, voici ce que je souhaite apprendre avec vous. Et lorsque j'apprendrai finalement toutes ces clés que vous allez m'apporter, je les utiliserai pour faire monter votre projet, votre business. Voilà. Donc c'est vraiment cette dynamique vraiment déjà de justifier qu'on est sur la bonne qu'on est logique avec nous-mêmes en fait. Voilà. Je viens pas faire un entretien pour faire développeur front comme ça. Voilà, il faut que de moi-même, j'ai eu cette curiosité pour justifier que c'est bien ce que je veux faire. Et de mon côté, même si c'est pas avec vous, mais de mon côté, c'est cette voie que je veux. Donc je pense que c'est très important de pouvoir prouver que nous-mêmes aussi, on est en accord avec nous-mêmes sur notre démarche de professionnalisation. Ce sont projet professionnel qui est au cœur, je dirais, des recrutements en apprentissage. Un employeur ne va pas recruter un jeune diplômé pour ses compétences. Il n'en a pas beaucoup. Il a fait un stage, 2 stages. Donc l'employeur va chercher, à travers l'entretien, à identifier le potentiel du candidat. D'accord. Et effectivement, parce que lui, il sait que ce jeune va faire une formation à l'école, donc il va monter de toute façon en compétences. Mais la formation, il y a 2 lieux de formation, il ne faut pas l'oublier. Il y a la formation qui se fait dans l'école et il y a la formation également qui se fait en entreprise. Donc l'idée, c'est d'identifier ces potentiels qui après sont potentiellement de futurs collaborateurs pour l'entreprise. Donc il y a vraiment un enjeu. Et donc l'idée, c'est de ne pas se planter. D'où, effectivement, dans le cadre de recrutement en alternance, les exigences. Il faut que les candidats à l'apprentissage ou à l'alternance en général
prennent conscience qu'il y a des enjeux pour l'employeur qui sont importants, parce qu'il faut savoir qu'à peu près, grosso modo, selon les secteurs d'activité, 7 à 8 jeunes qui sont en alternance se voient proposer un CDI ou un CDD, en tout cas à l'issue de la formation. Donc ça montre bien que c'est du pré-recrutement pour les entreprises, d'où l'intérêt d'identifier les hauts potentiels pour pouvoir après les intégrer dans son service. À ses outils, à ses valeurs, à ses... voilà, tout simplement. Jean, est-ce que vous confirmez ce que vient de dire Nicolas Gourmel? Est-ce que c'est un tremplin vers l'emploi? Est-ce que vous l'imaginez comme du moyen terme, voire du long terme? Est-ce que Fabrice, alors ça fait peut-être pas très longtemps qu'il est avec vous et je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, mais est-ce que dans l'idée, si l'équipe tourne bien, il y a une possibilité derrière? Est-ce que c'est comme ça que vous l'imaginez, de faire vraiment partie de l'équipe à moyen ou long terme? Ah oui, tout à fait. Quand je prends un alternant dans mon équipe, c'est un peu un défi qu'on se fait. On se dit, au début, il va y avoir forcément des difficultés, plus qu'avec quelqu'un qui va vraiment être très bien formé. Et en fait, on va surmonter ces difficultés ensemble pour aller loin ensemble et travailler à long terme. L'idée, c'est pour mes 2 contrats d'alternance, en tout cas, c'est de les prolonger en CDI. On y vient maintenant, la place de l'alternant dans l'entreprise. Comment ça se passe? Comment se passent les relations, justement? Alors, on a la chance d'avoir une entreprise et un alternant qui est dans cette entreprise. Comment ça s'est passé le tout départ? Vous disiez, Jean, qu'évidemment, au moment du recrutement, les compétences, elles n'étaient pas forcément très élevées. Est-ce que vous voyez une amélioration jour après jour, à la fois parce qu'il y a l'école qui est derrière, qui va fournir du contenu et des compétences, et l'entreprise qui va lui permettre aussi de mettre en pratique tout ça? Comment vous voyez ça de votre côté? Moi, je vois une nette évolution depuis le départ. On a commencé à travailler il y a 3 mois à peu près. Et oui, en fait, je pense que je repensais ce que je venais de dire juste avant, et je disais que il faut qu'ils travaillent à long terme parce qu'on a ce défi où on va passer du temps de formation. Mais en fait, ce défi-là, il va être rentabilisé très rapidement. En fait, un alternant, il va se former rapidement au travail spécifique à l'entreprise. Et je pense qu'en quelques mois, il va être suffisamment formé pour qu'il soit rentable. Et en fait, même si on arrête le contrat au bout de 1 ou 2 ans, de mon côté, je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se dire que c'est un engagement à très long terme. Évidemment que si on travaille 1 an ou 2 ans ensemble et que tout se passe bien et qu'on a tous les deux encore envie de travailler ensemble, on prolongera ça sur un CDI. Mais c'est pas l'objectif absolu, on va dire. Est-ce que Fabrice, vous avez le sentiment d'être au sein de Palsion jusqu'à une date fixe, ou est-ce que vous vous imaginez que si vous faites vos preuves et que l'entreprise tourne bien, vous avez envie de continuer derrière? C'est certainement un peu trop tôt comme question, hein, mais est-ce que vous avez déjà cette vision? Tout à fait, c'est effectivement l'objectif. Hein. Donc, c'est qu'à la fin, finalement, de ce contrat, qu'on puisse être employé en CDI. Après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que l'opportunité qu'offre l'alternance, c'est déjà un premier pas dans une entreprise. Et du coup, tout ce temps qu'on fera finalement dans notre cheminement, même si après, il n'y a pas de CDI, mais c'est quelque chose, c'est une clé à rajouter, c'est une plus-value à rajouter sur son CV. Donc demain, admettons, nos chemins se séparent, je pourrais très bien justifier que j'ai fait 1 an en tant que développeur front, que je sais faire ça, et du coup, ça me permettra finalement de rebondir et de rechercher une autre opportunité, cette fois-ci pas forcément en alternance, mais en CDI. Donc finalement, on gagne en fait finalement à la fin de l'histoire. En gagnant, c'est-à-dire que vous avez un salaire qui est peut-être pas forcément le plus élevé, mais en tout cas, c'est une première étape vers l'autonomie financière totale. Le coût de la formation, il est pris en charge par l'entreprise. Tout à fait. Quoi qu'il arrive, soit vous avez une expérience de 1 ou 2 ans qui est acquise, soit vous êtes embauché par la suite, ce que je vous souhaite.
Voilà, donc c'est exactement ça. On gagne de toute façon à tous les coups. Donc honnêtement, j'ai pas de regrets puisque on en a aussi déjà parlé. C'est s'il n'y a pas de CDI, moi ça me fait ça me permet de monter en compétences et puis dans le meilleur des cas, effectivement, c'est que l'activité continue et qu'on puisse développer cela ensemble. Après, on verra. Merci à vous. Élise, comment ça se passe en entreprise justement et ce côté un peu, cette dualité, je suis étudiante, donc je suis à l'école, et puis après, je suis au sein de l'entreprise. Est-ce que déjà, c'est facile à concilier la vie d'étudiante et la vie professionnelle ? Alors non, c'est pas facile parce que c'est deux mondes qui sont très différents. Pour avoir fait donc toute ma formation en initiale jusqu'à présent, j'avais la vie étudiante et vraiment le rythme d'un étudiant. Et puis après, je suis arrivée en entreprise, donc il y a des responsabilités. C'est très différent, la posture est très différente aussi. Et c'est vrai qu'il faut s'adapter sans arrêt. En plus, moi, mon rythme d'alternance, c'est 2 jours par semaine en entreprise et 2 jours en cours. Donc voilà, il faut sans arrêt s'adapter aux différentes attentes que les gens avec qui on collabore vont avoir. Et puis bon, là maintenant, je suis en plein temps du coup en entreprise et c'est vrai que quand je vais reprendre les cours, je pense que ça va être un peu bizarre dans le sens où j'ai un nouveau rythme qui s'installe petit à petit et c'est très différent, ouais. Nicolas, on a eu 18 mois assez compliqués d'un point de vue sanitaire. La formation en alternance est une formation en entreprise, physiquement, avec un tuteur attitré, hein, c'est ce qu'il y a dans le contrat. Comment ça s'est passé cette crise-là, ces 18 mois pour les étudiants et pour les entreprises ? Est-ce qu'il y a eu de grosses difficultés ? Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours de la part des apprenants ? Alors, effectivement, oui, je vous confirme que ça a été difficile, surtout l'année dernière, puisqu'effectivement, ça nous est tombé dessus assez rapidement. En fait, il a fallu s'adapter. Alors, il a fallu s'adapter. Alors, tout le monde a dû s'adapter. L'école, hein, puisqu'effectivement, nous, à l'Institut Lumirac, les cours étaient, en tout cas pour la partie formation, 100% en présentiel. Donc, il a fallu passer en distanciel. Mais effectivement, pour les apprentis, au niveau des entreprises, alors certaines, parce qu'il y avait des contraintes sanitaires, hein, je ne vous apprends rien, donc certains, on a fait une petite enquête, effectivement, au bout de, puisqu'on a été quand même confinés pendant 2 mois, hein, 2 mois fermes. Donc, on a fait une petite enquête auprès de nos apprentis. On a 180 apprentis, là, cette année, toutes formations confondues à l'Imirac. Et on s'est aperçu qu'en fait, les apprentis et les entreprises se sont adaptés parce que quand l'activité le permettait, effectivement, ils sont passés en télétravail, comme beaucoup de salariés en France, hein, puisque voilà, il y a eu très peu en fait de chômage partiel. Voilà, au niveau de nos apprentis à nous, ça représente moins de 10%, je pense, hein, sur le petit sondage qu'on avait fait. Donc voilà, oui, effectivement, il a fallu s'adapter. Alors effectivement, c'est difficile déjà de jongler entre une formation avec les rythmes sont différents, hein, selon les formations. Là, c'est 2 jours, 2 jours. Il peut y avoir des rythmes où les alternances font une semaine complète en centre de formation et après reviennent. Il n'y a pas ces allers-retours de façon hebdomadaire. Tout dépend en fait des formations. Mais c'est vrai que là, il a fallu en rajouter une couche et s'adapter, puisqu'en fait, je dirais que l'avantage, c'est que le confinement a eu lieu à partir du mois de mars, donc c'est vrai que les formations ont commencé en septembre, les jeunes étaient déjà présents à l'entreprise depuis la rentrée, donc avaient pris déjà, voilà, c'était déjà intégré à l'entreprise, avaient bien assimilé ce qui était demandé, les missions. Si effectivement on avait été confiné au mois d'octobre, au tout début, là ça aurait été difficile parce qu'effectivement il y a quand même un maître d'apprentissage ou un tuteur, hein, quand vous faites une formation d'alternance, qui doit donner les clés, je dirais, doit faire avancer, doit accompagner, surtout dans les premiers temps, ces jeunes qui sont en alternance. Donc là c'est vrai que le confinement ayant lieu plusieurs mois après le début de la formation, voilà, ça a été plus facile, je dirais. Et on voit de toute façon que majoritairement, beaucoup, en tout cas chez nous, beaucoup d'apprentis se sont bien adaptés, même si effectivement, voilà, mais ça, de toute façon, ça a été difficile pour tout le monde. Voilà. Donc télétravail pour la majorité, quelques chômages partiels et très peu de ruptures en fait, hein, quasiment pas de ruptures, je crois. Hein. Je crois que l'an dernier, on a eu 1 ou 2 ruptures sur 180 contrats, c'est rien du tout. Voilà. Alors je vais vous poser une question un peu sociétale. On a beaucoup parlé de la souffrance des étudiants en cette période de confinement parce que évidemment le lien social s'est distendu. Est-ce que les personnes en alternance, finalement, ont été moins touchées par cette souffrance-là parce qu'elles étaient à la fois à l'école et en entreprise, parfois physiquement, parfois en distanciel ? Je ne sais pas qui va répondre.
Élise? Je veux bien me lancer. Moi, j'ai ressenti une très grande différence quand j'ai commencé en janvier, au niveau psychologique principalement, puisque c'est vrai que de octobre à décembre, j'étais en cours complètement en distanciel. Et là, le fait de pouvoir revenir travailler, de me lever le matin, d'avoir des objectifs, ça change énormément. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été très très bénéfique de travailler, d'avoir voilà, ce rythme qui s'est installé petit à petit. Ça a beaucoup aidé, oui. Fabrice, alors vous, c'est un peu particulier puisque c'est une formation qui est déjà 100% en distanciel, mais est-ce que d'y intégrer finalement du présentiel ou une interaction, on va dire, immédiate avec l'entreprise, ça vous a permis aussi de peut-être mieux vivre cette période sanitaire complexe? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ça permet, comme on l'a précisé, de garder ce lien social finalement, de partager, puisqu'on ne vient pas forcément que pour travailler, on rigole ensemble, enfin, on a aussi ce côté humain finalement, et qui est très important finalement pour tout le monde. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai un parcours, je suis qu'en distanciel. Mais c'est vrai que cette intégration finalement dans l'entreprise a été une plus-value et puis quelque chose qui me permet de finalement, comment dire, finalement m'adapter sur cette situation particulière. Et aujourd'hui, ça me permet de mieux vivre cela. Donc en venant en présentiel, en rencontrant les collègues, en rigolant. Donc voilà, c'est toujours bon à apprendre. Sur le même sujet, pour tous les étudiants justement qui ont des difficultés à tisser du lien social, Palsion est là pour ça, du coup, en fait, via la pratique d'activités. Donc, on peut retrouver, rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions que nous. Et l'application sert à ça. Donc, je pense que c'était intéressant de glisser un petit mot à ce sujet. Et après, bien sûr, en cette période, c'est difficile. Le principe, c'est de ne pas créer des événements de centaines de personnes. Mais je pense que dans les conditions actuelles, on doit pouvoir avoir moyen, dans les mesures sanitaires, en prenant les précautions nécessaires, on a possibilité de pratiquer le sport qu'on aime. Et ça serait dommage de ne pas le faire à plusieurs. Si on respecte les règles, je pense qu'il n'y a aucun souci avec ça. Et voilà, après, même pour ceux qui ne peuvent pas pratiquer leur sport à plusieurs ou qui ne le souhaitent pas, Palsion, c'est avant tout une messagerie instantanée. Donc, c'est-à-dire ceux qui font du basket à la maison, le principe, ça serait qu'ils s'échangent des messages pour se donner des exercices à faire à la maison. Et voilà, en fait, on a toute une communauté qui est là, qui est soudée, et on va s'aider, qui est là pour s'entraider dans cette période difficile, pour ne pas arrêter de pratiquer les passions qu'on aime. Et je pense que c'est très important. Merci Jean. Fabrice, il y avait une question, alors très... voilà, nickel. Fabrice, quels sont les langages informatiques que vous maîtrisiez avant votre entrée en formation? Alors moi j'ai fait le choix, on va dire, j'avais une sensibilité effectivement à l'image, j'ai fait le choix de JavaScript qui finalement est le langage, on va dire, le plus utilisé, et aussi sur le marché avec les frameworks tels que React ou Vue.js. Aujourd'hui, si on veut se lancer, en tout cas dans du JavaScript et sur des technologies, on va dire, front, pour moi, ça a été ce choix-là, et c'est ce choix-là que je pourrais conseiller. Après, il existe beaucoup d'autres, mais ça va dépendre finalement de la sensibilité de tout un chacun. Si on préfère plus la logique, enfin pas la logique, mais les technologies serveurs, ça va vraiment dépendre. Mais pour moi, ça a été du JavaScript. Pour du web, d'accord. Pour le web, exactement. Il y a une question qui est intéressante. Est-ce qu'il est pertinent de candidater à des offres de CDI en CDD pour ensuite essayer d'indiquer à l'entreprise que ce sera en l'occurrence un CDD en alternance ou un CDI en alternance, puisque je crois que c'est également possible. Est-ce que c'est pertinent ou est-ce que ça va plutôt...
embêter les entreprises? Alors, je dirais que de toute façon, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'offres en alternance qui sont proposées par les entreprises. Donc, il y a déjà pas mal d'offres. Donc, déjà, se concentrer sur les offres en alternance qui sont proposées par les entreprises. Effectivement, après, tout peut dépendre. Les offres varient en fonction des secteurs d'activité. Il y a des secteurs où, en fait, il y aura énormément d'offres et d'autres, effectivement, où il y en aura un peu moins ou beaucoup moins. Donc, pour ces secteurs-là, effectivement, on peut regarder des offres de postes en CDD, CDI, mais avec des profils bien sûr débutants. Si dans l'offre, il est demandé 5 ans ou 10 ans d'expérience ou un profil expérimenté, c'est pas la peine de perdre son temps parce que qui dit candidature, acte de candidature, dit après un suivi de la candidature. Donc si vous envoyez 50 candidatures sur des profils un peu plus expérimentés, vous n'aurez certainement pas de retour, mais vous êtes quand même censé, en tant que candidat, en termes d'organisation, relancer. Donc vous allez vous noyer dans une masse de travail importante. Donc je dirais que il faut s'adapter. De toute façon, le mot adaptation, en plus, depuis l'an dernier, c'est vraiment le mot-clé, je dirais. Voilà, on peut candidater, mais sur des profils vraiment, quand il n'y a pas beaucoup d'offres, sur des profils effectivement débutants. Voilà. Après, effectivement... Ça peut marcher. Voilà. Je dirais plutôt que de candidater sur des offres de postes comme ça, si c'est possible, bien sûr, d'aller plutôt directement rencontrer l'entreprise. Alors c'est sûr, si vous allez taper à la porte d'Airbus, vous allez être arrêté au poste de garde et ils ne vous laisseront pas rentrer. Mais effectivement, des petites entreprises, des TPE, des PME, vous prenez votre petit baluchon, candidat, voilà, et puis vous allez rencontrer directement. Ça marche. Moi, chaque année, j'ai des contrats qui se signent parce que le jeune a fait la démarche d'aller rencontrer. Voilà. Et même, effectivement, là, je pense que c'est plus pertinent quand l'entreprise recherche, effectivement, ne propose pas d'alternance, mais un CDD ou un CDI, d'aller la rencontrer directement pour que l'entreprise ait déjà, je dirais, voilà, un aperçu du candidat. Et puis peut-être que des fois, voilà, il faut tomber au bon moment, toujours pareil, mais échanger, avoir un premier entretien, une première discussion qui va déclencher, je dirais, voilà, un intérêt en disant, ce jeune, moi j'ai des employeurs qui me disent, ce jeune, il est acteur dans sa démarche, il est venu nous rencontrer, moi j'aime ça, c'est vraiment, voilà. Et effectivement, là, une entreprise qui n'avait pas pensé à l'alternance, si le jeune en plus s'est expliqué que cette année, c'est encore plus avantageux pour un employeur de prendre un jeune, voilà, ça peut marcher, oui. Peut-être que plutôt que de répondre à ces CDD ou ces CDI, c'est plutôt peut-être aussi en parallèle de faire des candidatures spontanées parce qu'on a vu qu'il y avait une démarche de recrutement par ailleurs, donc une santé économique qui peut-être Bien sûr, la candidature spontanée, de toute façon, l'idée, alors, effectivement, c'est pas de multiplier les candidatures, d'envoyer 250 candidatures par mois, ça sert à rien. Il vaut mieux cibler, il vaut mieux 10 à 15 candidatures ciblées où on va effectivement montrer l'intérêt pour l'entreprise plutôt que d'envoyer une centaine de candidatures et attendre que ça vous tombe au petit bonheur la chance. Mais c'est vrai qu'il faut quand même diffuser sa candidature, montrer qu'on est en recherche. Mademoiselle parlait des réseaux sociaux professionnels LinkedIn, effectivement, et je crois que vous avez trouvé votre alternance grâce à LinkedIn. Oui, c'est ça, sur LinkedIn. Donc c'est vraiment utiliser tous les canaux possibles pour diffuser sa candidature, mais de le faire d'une façon intelligente, organisée, structurée, voilà, pour pouvoir se démarquer. Toujours pareil, on tourne toujours autour des mêmes idées. On va bientôt terminer. J'ai encore 2 questions-remarques. La première, c'est on se demande quels sont un peu les manquants. On voit que l'État fait le job, si je puis dire, en finançant, en participant au financement, les OPCO aussi. Donc il y a des aides. Ça veut dire que les entreprises, ça peut être vraiment très intéressant d'accueillir une alternante ou un alternant. Il y a énormément de formations qui sont ouvertes en alternance désormais, avec beaucoup d'étudiants, beaucoup de concurrence finalement. C'est quoi le chaînon manquant qui fait qu'aujourd'hui les entreprises, elles ne passent pas encore le cap? C'est une méconnaissance? C'est quoi? Comme je le disais tout à l'heure, en 2020, 40% d'augmentation du nombre de contrats d'apprentissage. C'est énorme, c'est historique, c'est la première fois. Et cette augmentation de 40% faisait suite à une augmentation en 2019 de 16% du nombre de contrats d'apprentissage. Donc on voit que depuis quelques années maintenant, 5-6 ans, les entreprises font appel justement à ce mode de formation qu'est l'alternance, apprentissage ou professionnalisation.
Et pour moi, je pense que de toute façon, ça va monter en flèche, puisque le gouvernement, de toute façon aussi, alors là, c'est vrai qu'il y a les aides gouvernementales liées à la situation sanitaire, mais de toute façon, on entend le gouvernement chaque année, voilà, dire qu'il veut mettre le paquet pour les jeunes et booster les aides pour l'apprentissage, ou en tout cas l'alternance, parce qu'ils ont compris qu'effectivement, c'est un booster d'employabilité. Fabrice le disait. Des bac plus 5, aujourd'hui, les entreprises, elles ont que l'embarras du choix. Il y en a plein qui arrivent sur le marché de bac plus 5. Par contre, un jeune à bac plus 5 qui arrive avec 1 an, 2 ans, voire 3 ans d'expérience professionnelle, ça court moins les rues. Et c'est ce qui va faire la différence. Et on le voit d'ailleurs dans les chiffres de l'insertion professionnelle. Hein. Tu es dans le domaine informatique. À l'Institut Numérique, on a toute la filière informatique. Hein. On va du bac plus 2 au bac plus 5, dont 3 années possibles en alternance. Et on voit effectivement qu'à 6 mois, il y a quasiment 100% de diplômés qui sont à l'emploi. Et je dirais que pour les profils les plus... les hauts potentiels, je disais tout à l'heure, ils ont déjà plusieurs offres de postes en CDI avant même d'avoir terminé la formation. 11h15 pile, j'ai quand même une dernière toute petite chose à vous poser comme question. Je suis désolé, la régie. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces étudiants, Élise, qui sont en recherche et qui ont envie d'abandonner ? Il ne faut surtout pas baisser les bras parce que justement c'est en continuant, en persévérant qu'on finit par trouver et il faut montrer aux entreprises qu'on est une plus-value pour elles et un peu de culot aussi leur dire qu'il faut qu'elles tentent le coup et puis ça peut marcher. Merci beaucoup Élise, Nicolas, Fabrice et Jean d'avoir été avec nous. On se retrouve dans 15 minutes pour la suite de Jobstick avec une table ronde autour de la reconversion professionnelle animée par Camille Junot.